Le face-à-face. 13h05 sur Sud Radio, on est dans ce face-à-face dans Berkov dans tous ses états. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Louis Harouel, professeur émérite au Panthéon-Assas et auteur de ce nouveau livre, Les mensonges de l'égalité, ce mal qui ronge la France et l'Occident. C'est publié chez L'Artilleur. Et je précise que Jean-Louis Harouel n'est pas le petit-fils de George Orwell, comme certains nombres d'auditeurs l'ont dit. Ah oui, Harouel, non, c'est Harouel, H-A-R-O-U-E-L, et non pas Orwell. Mais son livre est très passionnant et il en a écrit beaucoup. Les mensonges de l'égalité. Bonjour Jean-Louis Harouel. Bonjour André Berkov, merci. C'est édité chez L'Artilleur et, comme l'a dit Esteban, et la question qu'on se pose après avoir lu votre livre, c'est vrai, on va en parler, sur en fait quelque part les ravages de l'égalité. C'est-à-dire, l'égalité c'est magnifique, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais cette intention-là, on a l'impression qu'elle s'est retournée contre elle. Et alors, cette intention retournée contre elle, on se dit, mais est-ce que vous n'allez pas quand même, quelque part, Jean-Louis Harouel, se dire, mais attendez, il faut peut-être remplacer liberté, égalité, fraternité. Le mot égalité, est-ce qu'il faut le remplacer sur les frontons de nos monuments ou de nos mairies? Je vous avoue que je me pose beaucoup la question. Alors, le remplacer par quoi? Par justice, par exemple. Parce que liberté, équité peut-être. Pardon? Peut-être équité. Équité, oui, un autre nom de la justice. Parce que indiscutablement, liberté et fraternité, il n'y a rien à redire. Oui. Mais égalité, c'est très problématique. Alors pourquoi c'est problématique? C'est tout votre livre, mais j'aimerais justement qu'on en parle. On en parlera ensuite avec les auditeurs de Sud Radio, mais pourquoi c'est problématique? C'est problématique parce qu'a priori, quand on a prononcé le mot égalité, on a l'impression pour tout le monde qu'on a dit le mot bien. L'égalité et le bien, ça se confond dans l'esprit de tout le monde, ou presque. Et puis, on s'aperçoit que les choses sont moins simples, et par exemple, que toutes les fois qu'on veut faire disparaître une forme d'inégalité, on crée une autre forme d'inégalité qui souvent est pire que la précédente. Donnez-nous un exemple. Par exemple, Jean-Louis Harouel. Un exemple. À l'école, dans les années 1960, sous l'influence de la pensée sociologique de Bourdieu, on a voulu faire disparaître l'avantage qui existait en matière de culture pour les enfants qui les enfants qui sortaient de familles cultivées par rapport à d'autres. On a voulu ça, et toute l'école est devenue, au lieu d'être une machine à produire la transmission, elle est devenue une école à produire de l'égalité, une machine à produire de l'égalité. Résultat, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a détruit la transmission en grande partie. On a effectivement fabriqué de l'égalité, mais une égalité, au fond, une trash, comme disaient les anglo-saxons, quelque chose de rubbish, quelque chose d'assez médiocre. Une espèce d'ersatz d'égalité, on pourrait dire. Exactement, un ersatz d'égalité apparente. Tout le monde fait à peu près... Parce que le niveau a baissé à ce moment-là, c'est ça? Il devenait nécessaire, pour avoir les mêmes résultats pour tout le monde, et pour mettre tout le monde dans le même moule et avoir les mêmes résultats pour tout le monde, il était obligatoire de baisser le niveau. Ouais, c'est ça. Alors, résultat, qu'est-ce qui s'est passé? En plus, on mettait des notes pratiquement égales à tout le monde. Pas question de faire moins 10, moins de 10, etc. Même à une époque, rappelez-vous, on avait supprimé les notes, remplacées par des lettres, parce que les notes, c'est discriminant. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'école qui avant était, bien sûr, elle aboutissait à beaucoup d'échecs et à bon nombre de réussites, mais avec beaucoup d'échecs. Mais en même temps, dans ces réussites, il y avait une dimension égalitaire, parce que les enfants des milieux populaires qui étaient vraiment doués et qui étaient pris en main par l'école, l'école leur apportait énormément, et ils avaient des carrières souvent météoriques. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que Bourdieu lui-même, le sociologue Bourdieu, fait partie de ces gens-là. Il a été un produit prodigieusement réussi de la méritocratie républicaine. Eh bien, il a détruit la méritocratie républicaine. Résultat, maintenant, on a une école dans laquelle les enfants qui ne sont pas issus d'un milieu culturellement au moins moyen sont complètement défavorisés, parce que l'école est devenue incapable de leur apporter cette base de culture qui permet une réussite scolaire. Et au fond, on a fait une école plus inégalitaire en réalité qu'elle ne l'était avant. Oui, c'est ça. Et en même temps, on a détruit l'école française qui était une des meilleures du monde, et on en a fait une école de pays sous-développés.
Ouais. Vous allez jusqu'à ce point. Absolument. Ouais. Non seulement je vais à ce point, mais Laurent Schwartz lui-même, dans son rapport sur l'état de la France... Le mathématicien, il écrivait ça. Schwartz, oui. Il disait, si on veut une école comme ça, médiocre, où tout le monde réussisse, mais réussisse médiocrement, on aura une école de pays sous-développés. Donc le mot n'est pas de moi, il est de lui. D'accord. Alors justement, vous parlez de ces ravages de l'égalité, enfin de l'intention d'égalité, qui est encore une fois une intention qui part. On dit ça part d'une bonne intention, mais ça se transforme peut-être. Vous parlez par exemple de égalité, par exemple effectivement, tous égaux, etc. Et c'est vrai. Et alors que ce qu'il faudrait dire, c'est peut-être on n'a pas les mêmes chances, mais est-ce que c'est les mêmes chances au départ? Parce que on peut vous répondre, oui, mais alors quoi? Vous êtes pour une société inégalitaire? Est-ce que les pauvres resteront toujours pauvres? Est-ce que parce que je suis né dans une famille, je parle pas seulement de l'école là, mais du parcours, etc. C'est vrai que quelqu'un qui est bien né dans un milieu, je dirais, un peu protégé, bénéficiera davantage, que ce soit la carrière, que ce soit l'enseignement, que ce soit le parcours. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même quelque chose qu'il faut, sinon combattre et peut-être diminuer? Certes, mais il faut voir ce que parler de l'égalité et de l'inégalité dans l'absolu, au fond, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans quel pays est-on? Est-ce qu'on est dans un pays pauvre, un pays riche? Il vaut mieux appartenir aux classes populaires dans un pays riche que d'appartenir aux classes populaires dans un pays pauvre. C'est une évidence. L'Occident s'est tiré de la pauvreté, de la malédiction millénaire de la pauvreté. L'Occident s'en est tiré par le développement. Et actuellement, en France, on accuse les inégalités d'être à l'origine de la pauvreté qui revient, et c'est faux. Si la pauvreté revient, c'est pas du tout à cause des inégalités. C'est à cause du déclassement de la France sur le plan international dans le domaine économique. C'est à cause du libre-échangisme. C'est à cause de tout cela. Et j'ajouterais, et je dirais même que les politiques égalitaires françaises plombent encore davantage l'économie française et la rendent encore plus pauvre. Alors, on va en parler de cela, de cette espèce de, effectivement, on va parler d'économie avec vous, parce que vous abordez dans votre livre, Jean-Louis Harouel, tous ces domaines. Effectivement, comment cette économie basée sur la volonté d'être égalitaire renforce les inégalités. On en parle tout de suite après cette petite pause. On en parle avec Jean-Louis Harouel qui est notre invité. Harouel, pardon, j'ai fait le lapsus. Et puis avec vous aussi, au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Et je ne suis pas le seul dans tous mes états. Jean-Louis Harouel, avec les mensonges de l'égalité, ce mal qui ronge la France et l'Occident. Pourquoi vous avez mis la France et l'Occident, Jean-Louis Harouel? La France fait partie de l'Occident. Vous avez voulu souligner cela? Oui, vous savez pourquoi? Oui. C'est parce que habituellement, le discours critique à l'égard de l'égalitarisme se focalise sur la France. Et on dit, en France, on est vraiment trop égalitariste, on l'est beaucoup plus que les autres. Et c'est vrai. Et c'est vrai, nous le sommes plus que les autres. Mais néanmoins, les phénomènes pervers que j'ai mis en évidence dans ce livre, même s'ils sont très intenses en France, ne s'appliquent pas qu'en France. Et c'est pour ça que j'ai tenu à dire les deux. L'Occident aussi. Parce que l'Occident aussi, par exemple, l'école américaine, on pense toujours que l'école française a été attaquée par un mal qui lui est propre et qui la ronge exclusivement, mais l'école américaine a subi le même malheur. Et avant. Et le mal est venu d'Amérique. Alors on va en parler, mais revenons à l'économie. Oui. On était en train de parler d'économie, justement, avant la pause. Et vous dites, l'économie, alors, très concrètement, pour nos auditeurs, vous dites, voilà, au contraire, enfin, écoutez, c'était quand même pas mal que le Front Populaire mette les congés payés, ça aussi, quelle inégalité, qu'il y avait des gens qui allaient en vacances parce qu'ils avaient les moyens, et que la 3/4 des Français n'allaient pas en vacances, connaissaient pas la mer, etc., etc. Il y a puis la sécurité sociale, et puis les soins pour tous, etc. Ça, vous n'êtes pas contre ça, Jean-Louis Harouel? Absolument pas. Absolument pas, je ne suis pas contre ça dans le principe. Par exemple, la diminution du temps de travail, les congés payés. Oui. Bon, ils sont payés. Mais en réalité, il faut bien savoir qu'ils sont payés sur le papier par l'employeur, mais en réalité, ils sont payés par le salarié lui-même. Parce que toute diminution du temps de travail, en réalité, correspond à une diminution du niveau de vie du salarié. À un moment ou à un autre, c'est toujours le salarié qui paye la diminution de son temps de travail. Simplement, pendant longtemps, le phénomène a pu se produire de manière non seulement indolore, mais même agréable, parce que du fait de l'augmentation de la productivité,
Ouais. Eh bien, il y avait une augmentation de la création de richesse, et donc le salarié pouvait travailler moins sans en souffrir. C'était une option, comme le disait Jean Fourastier, une option entre le niveau de vie et le genre de vie. On s'achetait un genre de vie meilleur en travaillant un peu moins. D'accord. Et c'est allé jusqu'à quand, ça? Vous dites ça. La courbe s'est inversée vers quand? Eh bien, la courbe s'est inversée au milieu des années 70, avec la fin des 30 Glorieuses. Tant qu'on a été dans la période des 30 Glorieuses, c'est assez paradoxal, parce qu'actuellement, tout le monde parle des 30 Glorieuses avec nostalgie. Ouais. Mais en réalité, les gens qui ont vécu les 30 Glorieuses savent bien que sous les 30 Glorieuses, durant les 30 Glorieuses, les gens n'arrêtaient pas de se plaindre. Oui, mais ça, ils se plaignent toujours. Ils se plaignaient effroyablement. Ouais. Le niveau de vie baissait. Alors qu'il montait en flèche, il baissait. Le niveau de vie baissait. Tout allait de plus en plus mal. Et maintenant, avec le recul du temps, eh bien, on les vénère, ces 30 Paradis Glorieuses. perdu. Non, mais soyons concrets. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, parce que c'est la thèse de votre livre, les inégalités s'accroissent. Alors, en économie, par exemple, qu'est-ce qui a fait que les bons signes se sont retournés en mauvais signes? Les signes positifs, le positif en négatif. Eh bien, par exemple, tous les économistes soulignent que la productivité de l'industrie française ne va pas bien. Ah, c'est clair. Même on a des pans entiers qui ont disparu, quoi. Exactement. Et pour ce qu'il en reste, la productivité va mal. Alors, l'ouverture de la mondialisation avec le libre-échangisme sans précaution. Le libre-échangisme, c'est pas mal en soi. C'est mal dans certains cas et bien dans d'autres. Quand une économie est performante, le libre-échangisme lui est très favorable. Quand une économie n'est pas plus productive, quand une économie a des prix de revient plus élevés qu'une autre, le libre-échangisme lui est fatal. Alors, on a fait du libre-échangisme une idéologie, une religion, une religion économique et sociale. Et alors même que chez les libéraux, chez les pères du libéralisme, chez Adam Smith, il y a l'idée que si l'économie nationale est handicapée par exemple par un surcoût lié à l'impôt ou autre chose par rapport à une autre économie, il faut créer un droit de douane pour que l'économie nationale ne soit pas pénalisée. Le protectionnisme cher à Trump, d'ailleurs, à Donald Trump, par exemple, il y a pas longtemps. À Trump et à Maurice Allais, le grand économiste français, le prix Nobel Maurice Allais, était partisan d'un libre-échangisme intra-européen et intra-européen à niveau de vie égal. Parce que quand le niveau de vie n'est plus égal, le libre-échangisme est suicidaire. Bien sûr. Et c'est le cas aujourd'hui, vous dites, de la France ? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous combattez le libre-échangisme tel qu'il est pratiqué? Parce que tout le monde se plaint de l'Union européenne, tout le monde se plaint des dictats, en tout cas économiques, on va parler du reste. Et vous dites qu'au fond, ça accroît les inégalités dans notre pays? Ça accroît la pauvreté. Ça accroît la pauvreté. Ça accroît la pauvreté. Quant aux inégalités dans notre pays, eh bien, toutes les informations récentes qu'on a montrent au contraire qu'elles diminuent toujours un peu plus. Ouais. Il y a un tassement autour du revenu médian. Ouais. La chose est indiscutable. Non, ce libre-échangisme, il est clair qu'il a causé la ruine de la France, qui a perdu effectivement. Actuellement, la majorité des biens consommés en France sont produits à l'étranger. Même l'agriculture française, qui était une grande agriculture, la grande agriculture. La France était le pays agricole de l'Occident par excellence, de l'Europe occidentale par excellence. Eh bien, l'agriculture française, actuellement, une grande partie des produits agricoles sont importés. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a eu cette tentation, même pas cette tentation, cette action de, vous savez, la mondialisation heureuse, hein, etc., et tentation d'égalité. Les pays en développement doivent arriver. Les pays pauvres doivent arriver à être plus égalitaires. Mais en fait, vous dites qu'il y a eu un effet pervers. En ce qui concerne des pays comme la France, oui. Si vous voulez, la Chine s'est développée, ce qui est très bien pour elle. La Chine s'est développée grâce au libre-échangisme, au transfert de technologies, etc. La Chine s'est développée avec des 30 glorieuses à la puissance X. C'est infiniment plus rapide que les 30 glorieuses françaises. Mais
parallèlement, la population de la France et de pas mal de pays occidentaux a chuté. Alors il y a des pays qui pratiquent un protectionnisme comme la Suisse. La Suisse, pour les produits agricoles par exemple, Ouais. elle ne taxe pas à l'importation les produits qui ne sont pas produits en Suisse, comme les bananes, mais elle taxe les produits qui sont produits en Suisse. C'est ça. Et de ce fait, elle protège Ce que ne fait pas la France. Ce que ne fait pas la France, ce que lui interdit l'Union européenne. Oui, c'est ça. Ça, c'est les dictats de l'Union européenne. Enfin, C'est ça. Mais en même temps, la France est responsable, parce que quand tout cela s'est construit, la France avait son mot à dire. C'est vrai. Maintenant, on a l'impression qu'elle l'a de moins en moins. Et ça, c'est vrai qu'elle va l'avoir de moins en moins, surtout si les règles de majorité sont changées. Alors, je voudrais qu'on parle, Jean-Louis Harouel, parce que vous en parlez longuement, des cultures. Des cultures, du choc des cultures et d'ailleurs des civilisations. Hein, il y a quelque chose. Et là aussi, vous dites, voilà, il faut dire que toutes les cultures se valent. Et je me rappelle d'un mot de Léo Strauss, et vous me direz ce que vous en pensez. Je pensais que c'était Claude Lévi-Strauss, non, c'était le philosophe Léo Strauss, qui disait, si toutes les cultures se valent, alors le cannibalisme n'est plus qu'une question de goût. Exactement. C'est ça. C'est curieux, je crois que je ne l'ai pas mis dans mon livre, mais elle est remarquable, cette formule. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait, au nom de l'égalité des cultures, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite, on va parler de ces cultures et civilisations, au nom, encore une fois, de la bonne intention qui consiste à dire, il n'y a pas de culture inférieure et de culture supérieure, sauf que, s'est produit ce qui s'est produit. On en parle tout de suite. Oui, puis on prend vos questions au 0826 300 300. On est toujours dans le face-à-face avec André Berkoff et puis Jean-Louis Harouel qui est notre invité aujourd'hui. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Il est presque 13h30 sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. André Berkoff reçoit aujourd'hui Jean-Louis Harouel, ce professeur émérite à Panthéon-Assas et auteur de ce nouveau livre, Les mensonges de l'égalité, ce mal qui ronge la France et l'Occident. C'est édité chez L'Artilleur. Alors Jean-Louis Harouel, parlons un peu culture, justement. J'ai évoqué la phrase de Léo Strauss, mais au fond, c'est vrai qu'on a voulu dire, et encore une fois, dans d'excellentes intentions, et c'était bien faire, mais oui, il n'y a pas de culture supérieure, de culture inférieure, il y a pas, il y a l'art d'Afrique, et puis il y a Picasso, et puis ceci, cela. Et vous vous dites, oui, très bien, mais cela a mené à des effets pervers auxquels on assiste en ce moment. Effectivement, parce que ce dogme de l'égalité des civilisations, c'est un mensonge. Quand on observe sereinement, le mot de Léo Strauss est tout à fait vrai. Quand on observe sereinement les différentes civilisations, les différentes manières de vivre, de penser des groupes humains et de produire, etc., on constate bien qu'il y a d'immenses disparités et d'immenses différences. Et bien, il faut également reconnaître que s'il n'y avait pas eu la civilisation occidentale, l'histoire du monde aurait été totalement différente. Alors, actuellement, la civilisation occidentale est accusée d'être productiviste, inégalitaire, d'avoir été colonialiste, oppressive. On ne parle que des blancs et pas du tout des autres, etc., etc. Mais en réalité, pour ne prendre qu'un seul exemple, oui, la médecine blanche a sauvé infiniment plus de vies noires que les négriers n'ont transporté en 2 siècles ou 2 siècles et demi de noirs aux Amériques. Sans la civilisation occidentale, le monde serait resté un vaste sous-développement, avec une espérance de vie de l'ordre de 30 ans, avec des famines, des mortalités, des épidémies, des vies qui ne débouchaient pour 99% d'entre elles sur aucun développement intellectuel, des vies consacrées exclusivement au travail essentiellement de la terre, de l'étoile du matin à l'étoile du soir. Tout cela, c'est très beau en littérature, mais pour ceux qui l'ont vraiment connu, c'était des vies terribles. Alors, elles étaient rendues supportables par la foi. Oui. La foi rendait supportable cette condition humaine douloureuse. La religion et tout ça. La religion. Mais objectivement, ces vies étaient terribles. Mais alors, on va vous accuser d'être un affreux colonialiste, Jean-Louis Harouel. Comment vous dites civilisation occidentale, c'est elle qui a... En fait, vous dites, mais c'est assumé, c'est elle qui a fait le monde tel qu'il est aujourd'hui. Évidemment, sans la civilisation occidentale, on n'aurait pas dépassé le niveau technique de l'Inde ou de la Chine ancienne.
ou de même l'Europe médiévale était en pointe. Alors, c'est très intéressant parce que ce que vous dites, justement, civilisation, parlons d'Inde et de Chine. Vous direz, mais regardez, on parle des civilisations, mais vous dites, eh bien, la civilisation chinoise, c'est une très grande civilisation, millénaire. Une immense civilisation. Hein, une immense civilisation. immense. Mais les Chinois, qui ont été les premiers inventeurs, les grands inventeurs, n'en ont rien fait. Alors qu'ils avaient le désir d'être riches. Ils avaient un désir de biens matériels. Ils avaient les inventions qui leur auraient permis d'avoir des biens matériels. Et ils en ont été empêchés par quoi? Par leur mentalité religieuse. Par leur animisme, leur animisme magique. Il ne fallait pas mécontenter les esprits. On n'avait pas le droit de prendre possession du monde pour ne pas mécontenter les esprits. Au point qu'au XIe siècle, il y a eu un décollage économique, décollage industriel sidérurgique de la Chine. Au XIe siècle. Siècle. Et que ce décollage a été bloqué net. Parce que les mandarins ont décidé que ça allait déranger les esprits. Intéressant. Et ça a été la même chose pour l'Inde ? Parce que l'Inde aussi, civilisation quand même millénaire, sinon bimillénaire. Alors pour l'Inde, il n'y a pas le même animisme, mais il y a le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a une très grande et belle civilisation, mais qui à un moment donné, elle culmine. Indiscutablement, elle culmine à des niveaux objectivement remarquables, mais sans l'inventivité technologique qui a permis à l'Occident dès le Moyen Âge de préparer la révolution industrielle. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous dites que l'Occident a utilisé ses connaissances pour exploiter, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et de faire une puissance technologique, industrielle, civilisationnelle, culturelle, etc. Tout ça marchait ensemble. Et pour ça, et cela fondamentalement parce que le christianisme avait désacralisé le monde matériel. Parce que le sacré n'était plus dans le monde. Ça. Le sacré était dans la personne de Jésus et reporté à la vie céleste. Et le monde étant désacralisé, devenait disponible. Il faudra rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Exactement, et mon royaume n'est pas de ce monde. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Oui, donc on pouvait effectivement agir, acter, travailler la terre, toutes les puissances, toutes les énergies, c'est ça ? Exactement, on peut prendre possession du monde et produire de la richesse. Alors qu'ailleurs, la religion l'interdisait. Alors qu'ailleurs, les mentalités religieuses, les mentalités magiques, les mentalités y étaient soit s'y opposaient carrément, soit y étaient nettement moins favorables. Mais alors, Jean-Louis Harouel, ça signifie que vous, cette espèce de tentative, et pas de tentative, d'action qui consiste à dire, oui, mais tout se vaut, les civilisations se valent, vous dites, c'est pas une question de tout se vaut, mais ce qu'on fait de cette civilisation, de cette culture. Parce que donc le devoir d'égalité n'est pas en disant le tout se vaut, ça n'a rien à voir. Non, si vous voulez, c'est une égalité factice qui vient de l'anthropologie. L'anthropologie est une science passionnante, mais l'anthropologie également a introduit en matière de regard sur les civilisations le relativisme. Avec l'emploi du mot culture, d'ailleurs, le mot culture qui a remplacé le mot civilisation dans la deuxième moitié du XIXe siècle. À partir du moment, la civilisation c'était embêtant parce qu'il y avait les civilisés et les pas civilisés. Ouais. Alors qu'avec la culture, tout le monde a une culture. Ce qui fait que pour les anthropologues, par exemple, les manières de déféquer, c'est de la culture. Tout est culture, y compris les choses les plus triviales. Tout est culture. Ouais. L'assassinat, c'est de la culture du gang, la culture du revolver. Tout devient culture à ce moment-là. Oui, tout est phénomène culturel. Tout est culture. Tout le monde a une culture. Tout le monde est à égalité avec l'emploi du mot culture. Et ça dissimule, ça cache misère. Parce que ça dissimule les situations les plus opposées. Ouais. Oui, et c'est ça, vous dites, c'est presque un espèce d'impérialisme culturel où tout, encore une fois, tout est bien, tout se vaut, tout va. Quoi. C'est Jacques Lang, tout est culture. Le dogme qu'il a imposé, le dogme du tout est culture. Les pratiques culturelles des Français, qui comportaient les choses les plus éloignées, les plus proches dans certains cas de la vraie culture, et les plus éloignées dans d'autres cas. La mode de la gastronomie, c'est de la culture. C'était pas idiot de mettre la mode de la gastronomie dans la culture, par exemple. Mais vous n'êtes pas d'accord, peut-être ?
Non, je dirais que un regard savant sur la mode et la gastronomie se rattache à la culture. La pratique de la mode et de la gastronomie se rattache à des arts pratiques. Ce qui est infiniment noble. Bien sûr. Mais c'est pas la culture. Il n'y a pas de vraie culture si on ne passe pas à un moment donné par l'écrit et par un travail réflexif. Ben oui. Et ce qui n'empêche rien, oui. Ce qui ne signifie pas du tout de ma part est-ce que faire une grande cuisine n'implique pas un travail réflexif? Est-ce que faire une grande cuisine, une haute cuisine de très grande qualité, n'implique pas chez celui qui l'a fait un travail réflexif? Bien sûr que si. Bien sûr que si, mais c'est pour ça que je disais un travail réflexif qui passe par l'écrit. Par la méditation. Je pense qu'on peut produire une œuvre d'authentique culture sur la cuisine, à partir de la cuisine, mais je dirais avec un chef suffisamment talentueux et en même temps suffisamment curieux pour avoir lu les auteurs qui réfléchissent sur la société et la cuisine. Bien sûr, et il y en a. Esteban, nous avons des auditeurs. Oui, nous avons Xavier qui a composé le 0826 300 300 qui nous appelle de Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à votre invité Monsieur Harwell. On vous écoute Xavier, bonjour à vous. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir ce que pensait en fait votre invité. Je vais vous prendre un exemple. En fait, quand j'étais au collège, on se retrouvait... Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Donc j'étais en quatrième et en quatrième, on mettait tous les fils de cadres sup, de commerçants... en gros dans la même classe avec quelques mauvais élèves. Ouais. Le niveau était honnêtement excellent et moi à l'époque je me disais oui mais c'est pas très égal quand même, c'est pas bien, on se retrouve tous dans la même classe et tout. Et en fait finalement maintenant je me pose la question à savoir si finalement c'était pas si mal que ça, parce qu'en fait on se poussait tous les uns les autres, on emmenait aussi les faibles avec nous. Et là maintenant, du fait que dans les classes, on est tous mélangés, donc il y a plus de niveau d'excellence et tout. Et voilà, je voulais savoir ce que pensait votre invité de ça en fait. Oui, sur le niveau. Moi, oui. Écoutez, je pense que le rôle de l'école, c'est de faire qu'un maximum d'élèves atteignent le niveau le plus élevé possible. Et mélanger systématiquement les élèves pour qu'il n'y ait pas de classe d'excellence me paraît au fond une satisfaction assez dérisoire et me paraît contraire à l'intérêt des élèves, à l'intérêt du pays. L'intérêt d'un pays et l'intérêt de chaque enfant, c'est d'arriver au maximum qu'il peut atteindre. Et l'intérêt d'un pays, c'est qu'un maximum de gens atteignent le niveau maximum qu'ils peuvent atteindre. Donc je vais tout à fait dans votre sens. Merci. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci Xavier de nous avoir appelé. On rejoint Patricia qui nous appelle du Loir-et-Cher. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Oui. Bonjour, j'ai pas pu suivre toute votre émission, mais voilà, j'aurais voulu intervenir par rapport à ce que votre invité, que je salue, ainsi que lui-même, sur la notion d'égalité qui devrait peut-être être remplacée par la notion d'équité justice. Oui. Et donc il me semble que au départ donc quand voilà, c'est fondé un État qui se voulait plus démocratique, enfin oui. Donc les fondements étaient liberté, égalité et oui, et égalité, fraternité. Fraternité, liberté, fraternité, égalité, mais ce qui signifiait égalité en droit. Et oui, c'était tous les hommes naissent libres et égaux en droit, hein, c'est ça. Exactement, Ouais. et je pense que ça c'est important de le rappeler, que ça a été dévoyé ensuite pour voilà, en faire tout le monde est identique ou pourrait l'être et aurait les mêmes capacités. Je pense que voilà, au départ c'était pas du tout le message originel et que il mériterait d'être réhabilité. Et pour autant, je ne suis pas pour le supprimer de nos frontons, parce que voilà, je pense que ce qui nous arrive, ça a été un dévoiement. Ouais. Et quant au fait qu'on ait perdu, voilà, la dimension sacrée,
on peut comprendre qu'à un moment donné, l'intelligence de l'homme lui donnant plus d'autonomie, plus de réflexion, se soit un petit peu détaché d'institutions qui se voulaient justement sacrées, Oui. je pense à l'Église, mais qui, dans le même temps, imposaient une oppression, voilà. D'accord. Et priver les gens de justement leur libre réflexion, et ça a été vraiment un instrument d'oppression. Bah, c'est clair, Voilà. ça, c'est Donc, clair. D'accord. je crois que c'est très complexe. C'est très complexe, on le voit. Mais je voudrais, Jean-Louis Harwell, justement, revenir sur cette notion d'égalité, d'équité, etc. Parce qu'il y a aussi un autre mot qui est important, vous l'employez dans votre livre, la méritocratie. On a l'impression que la méritocratie est passée aux oubliettes, que c'est considéré presque comme un mot réactionnaire, alors que la gauche républicaine, la révolution de 1789, c'était la méritocratie. Enfin, il l'avait mis au fronton, ou presque, en tout cas, en exergue. Qu'est-ce qui fait que la méritocratie, aujourd'hui, on en parle à peine? Ben voilà, c'est parce que, si vous voulez, je dirais que l'intelligence de la société française post-révolutionnaire, c'est d'avoir en se fondant d'ailleurs sur les textes révolutionnaires, d'avoir interprété l'égalité comme méritocratie, d'avoir donné à l'égalité pratiquée le visage de la méritocratie. Et ça a permis à la méritocratie de se développer au XIXe siècle et pendant une grande partie du XXe. Et considéré comme un bienfait. Et considéré comme l'égalité. Comme l'égalité. Considéré comme l'égalité. Et ça jusqu'au moment où Bourdieu, dont je parlais tout à l'heure, il a en quelque sorte démystifié la méritocratie à la française. Mais la vérité de la méritocratie, c'est que la méritocratie, on parle de l'égalité des chances, ce n'est pas possible, c'est pas concevable, c'est même pas souhaitable. La méritocratie... C'est pas souhaitable, l'égalité des chances? Mais non. Pas concevable, je peux comprendre, mais pas souhaitable, pourquoi? C'est pas souhaitable, parce que si on essaye de la réaliser, pour mettre tout le monde avec le maximum de chances sociales égales, il faut absolument une société totalitaire. Platon l'avait bien vu. Il avait prévu une société, au fond, d'égalité méritocratique. Et il fallait que tout soit commun, de rien avoir en commun, que les enfants même ne sachent pas qui sont leurs parents, et que leurs parents ne sachent pas qui sont les enfants. C'est ça l'égalité des chances. Et en même temps, cette égalité des chances-là, elle est sociale. Elle n'empêchera pas l'inégalité des chances naturelles. Bien sûr. La méritocratie, si vous voulez, la raison pour laquelle elle n'a pas bonne presse, c'est parce qu'au fond, c'est de l'inégalité. C'est une inégalité qui a des conséquences égalitaires. Parce que qu'est-ce que c'est que la méritocratie? C'est la correction de l'inégalité sociale par l'inégalité intellectuelle. Ou par l'égalité du mérite. Les gens qui ont du talent, de la créativité, quelques milieux d'où ils viennent, et ils l'ont. Exactement. Ouais. C'est les grandes, c'est Albert Camus, c'est Georges Pompidou, c'est les gens qui sortent du peuple et qui ont des carrières météoriques. Et même, un peu partout, c'est Elon Musk qui vient d'une famille très très modeste. Exactement. Enfin, beaucoup d'autres. Ça, en plus, c'est la méritocratie américaine la société est fondée là-dessus. Oui, elle est fondée là-dessus. Exactement. Et alors, c'est pour ça qu'il y a un malaise, intellectuel, parce que les critiques, la critique inspirée par l'idéologie égalitaire sent bien que la méritocratie, même si elle a des résultats égalitaires, c'est pas de l'égalité. Oui, bien sûr. La méritocratie, elle est juste, elle est nécessaire, elle est indispensable. C'est la seule façon de faire pour avoir des gens de talent aux bons endroits. Liberté, fraternité, mérite. on pourrait voir ça. Et alors, je pense qu'il faudrait ajouter quelque chose, c'est la sécurité. Parce que la sécurité, vous voyez, tout à l'heure on parlait de mettre ce qu'on pourrait mettre au fronton des mairies, n'en déplaise à notre auditrice. Ça pourrait être également liberté, sécurité, fraternité. Oui, mais d'ailleurs, dans la Déclaration des droits de l'homme, la sécurité y est, comme un des premiers des droits de l'homme. Hein. Il faut le rappeler, ça. Elle y est sous le nom de sûreté. Oui, bien sûreté, c'est pas mal. Attendez, comment est-ce que les révolutionnaires concevaient la sûreté?
Il concevait la sûreté comme le fait de ne pas pouvoir être arrêté par le pouvoir politique et mis en prison de manière... Ouais. Non, Donc vous dites sécurité n'est pas sûreté. Ouais. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. D'accord. Esteban, on va continuer de parler de méritocratie après cette courte pause. À tout de suite sur Sud Radio. Attention donc au piège parfois mortel de l'égalité, considéré comme un dogme. Parlons d'équité, parlons de méritocratie, dit Jean-Louis Harouel dans Les mensonges de l'égalité, son plus récent livre qui vient de paraître chez l'Artilleur. On a parlé d'éducation, on a parlé d'économie, on a parlé de tout cela, mais peut-être, et on a parlé d'enseignement, de l'école, on pourrait parler de politique. Cher Jean-Louis Harouel, parce que vous en parlez aussi dans votre livre. Alors les politiques qui sont concernés, encore une fois, on va pas faire un exercice démagogique qui consiste à dire ah oui tous mauvais, tous ceci, c'est pas le problème. Le problème c'est qu'ils ont une charge particulière de conduire la nation pour le bien du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bon, rappelons les slogans. Et vous dites que là aussi, quelle égalité effectivement entre les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, quelle égalité entre le président et ses ministres, etc., etc. Quelle est votre réflexion là-dessus? En ce qui concerne les politiques, ce qui me frappe le plus, c'est que sous l'effet, pas exclusivement du dogme égalitaire, mais sous l'effet des idéologies au pouvoir, et en particulier de la religion des droits de l'homme, qui est une des formes du dogme égalitaire, nos politiques ont complètement laissé de côté, ont complètement perdu ce qui constitue la condition même du pouvoir politique, c'est la capacité de discernement, de prudence, ce qu'on appelait la prudentia, le jugement, la prudence, c'est-à-dire l'art de faire des choix adaptés aux situations pour que le pays gouverné vive le mieux possible. Eh bien, tout ça a complètement disparu. Or, c'était vraiment le fondement même. C'est vraiment le fondement même de l'action politique, cette capacité de discernement, de prudence, de rechercher des solutions adaptées, et non pas de rechercher des solutions idéologiques dictées par un rêve d'un monde idéal qui devrait être, qui n'est pas. Et ce monde idéal qui devrait être et qui n'est pas, il est actuellement le monde de l'égalité. Et nos politiques ne cherchent pas les solutions réellement adaptées, ils cherchent à mettre en œuvre des dogmes, et au premier rang desquels le dogme égalitaire. Et ça les amène à des fautes, ça les amène à des fautes du jugement colossales. Est-ce que vous avez un exemple à donner, par exemple, je ne sais pas, dans tel ou tel homme politique ou tel régime, quelque chose où on voit justement en fonction de, c'est ce que faisait d'ailleurs Macron en disant, Macron ou tous les autres, hein, voilà, tous les Français doivent être ceci, tous les Français doivent être cela, etc. Est-ce que l'exemple, alors c'est plus la même chose, mais l'exemple le plus terrible, ça a été le communisme, le régime communiste, qui ne fonctionnait absolument pas. Comme le maoïsme, enfin, etc. Comme le maoïsme, comme le léninisme, comme le stalinisme, qui ne fonctionnait absolument pas à la recherche de la connaissance du réel, mais à la recherche de la mise en œuvre d'un dogme égalitaire. Et si vous voulez, ce qui me paraît dramatique dans le domaine politique, c'est qu'on ait remplacé la recherche de l'intérêt général par la recherche de la seule égalité. Dans trop de domaines, on est obsédé par l'égalité et on oublie complètement l'intérêt général. Or, l'intérêt général et l'égalité ne sont pas totalement distincts. Disons que dans l'intérêt général, dans le bien commun... L'égalité peut faire partie de l'intérêt général. L'égalité en fait partie. Mais je dirais sur un mode mineur, par rapport à la sécurité, par exemple. Vivre dans une société de sécurité, une société où on n'est pas à tous les coins de rue menacé d'être tué, volé, razzié, de voir sa famille séquestrée. Quand on a ce genre de société d'insécurité, et il y a une grande partie du monde qui malheureusement pour elle vit dans ce genre de société, les droits, l'égalité, la liberté, tout ça, c'est bien théorique. Donc, dans l'intérêt général, dans le bien commun, il y a d'abord la sécurité, ensuite la liberté. Vous voulez dire qu'il faut faire une hiérarchie des priorités de ce point de vue-là. Exactement. C'est ça. Et ensuite l'égalité. Bon, je dirais que l'égalité fondamentale, qui me paraît, à travers l'histoire des sociétés humaines, l'égalité fondamentale, c'est la sécurité pour tous. Une société qui procure à tous la sécurité, ça c'est vraiment l'égalité basique, sans laquelle il n'y a pas de civilisation possible.
Merci Jean-Louis Harwell. Je crois que effectivement, c'est à dire, à lire et à méditer. Voilà. Est-ce que la sécurité n'est pas l'égalité première ? Question en tout cas. Je vous invite, lecteurs, à lire et à vous la poser. À lire ce livre, Les mensonges de l'égalité, ce mal qui ronge la France et l'Occident, c'est publié aux éditions de l'Artilleur. Tout de suite.